22 heures. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé donc en début de soirée aujourd'hui à Sharm el-Sheikh en Égypte, où il prendra part à la COP 27, conférence donc internationale sur le climat. Et avant de quitter le territoire pour l'Égypte, le président de la République avait présidé aujourd'hui la journée internationale de l'écrivain africain. Et dans l'actualité internationale, élection américaine de mi-mandat, Biden, Obama et Trump mobilisés en Pennsylvanie. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé en Égypte à Sharm el-Sheikh aujourd'hui en début de soirée où il prendra part à l'invitation de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi du 6 au 7 novembre, 2 jours durant, aux travaux du sommet des chefs d'État et de gouvernement sur la conférence internationale sur le climat, la COP 27. La conférence internationale sur le climat à valeur de plateforme de dialogue et d'interaction des pays du monde sur une des principales problématiques, en l'occurrence la lutte contre les effets du réchauffement climatique à l'ordre du jour des sociétés contemporaines. Intervenant tous les ans, l'ambition principale de cette conférence est de disposer à la réalisation d'une solidarité efficiente des nations du monde face aux conséquences multiformes et hautement dommageables du réchauffement de la planète, et donc à faire valoir un principe de compensation et de justice financière au profit des communautés les plus vulnérables, notamment l'Afrique. Un signe marque d'une réunion cruciale aux attentes importantes, la 27e conférence des Nations Unies sur le climat réunit en sommet plus de 100 chefs d'État et de gouvernement issus du monde entier. Elle compte également la participation de délégations venues de près de 200 pays et constituées entre autres d'éminents savants, de scientifiques de renommée mondiale, d'importantes institutions financières, des collectifs d'opérateurs privés et de sociétés civiles. Sous l'égide de son premier magistrat, le président Ismaël Omar Guelleh, la République de Djibouti, qui participe aux travaux de cette conférence, est en phase avec l'ensemble des thématiques portées à son ordre du jour. Le niveau élevé de sensibilité de notre pays à la notion de changement climatique est à la mesure de sa politique visant à déduire entièrement à l'horizon 2025 l'ensemble de ses besoins énergétiques de sources renouvelables et propres. Elle est à la mesure aussi de son acquisition exclusive dans toute cette partie du monde d'un observatoire régional pour le climat et la recherche, l'OREC, inauguré le 23 octobre dernier à la faveur de la tenue d'une conférence internationale de Djibouti sur la recherche et l'environnement qui servit indéniablement de matrice judicieuse d'inspiration aux travaux de la COP 27 des Nations Unies à Sharm el-Sheikh en Égypte. Nous vous le disions il y a quelques instants, quelques 200 pays se retrouvent donc ce dimanche à Sharm el-Sheikh en Égypte pour tenter de donner un nouveau souffle à la lutte contre le réchauffement climatique et ses impacts qui déferlent dans un monde divisé et préoccupé par d'autres crises. Inondations historiques au Pakistan, canicules à répétition en Europe, ouragans, incendies, sécheresses. Le combat pour le climat est une question de vie ou de mort pour notre sécurité aujourd'hui et pour notre survie demain, insistait récemment le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les émissions de gaz à effet de serre doivent en effet baisser de 45% d'ici 2030 pour avoir une chance de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris. Malgré les engagements pris à la COP 26, seule une vingtaine de pays ont relevé leur objectif et l'ONU ne voit aucune piste crédible pour tenir l'objectif des 1,5 degrés Celsius. Après l'ouverture formelle de la COP 27 aujourd'hui, plus de 120 chefs d'État et de gouvernement sont attendus donc pour un sommet censé donner une impulsion à ces 2 semaines de négociations. Les engagements du secteur privé seront aussi sous le projecteur avec la publication du rapport du groupe d'experts de l'ONU chargé d'élaborer des normes pour évaluer les objectifs de neutralité carbone des entreprises, villes, régions ou encore investisseurs. Et dans le dossier de cette édition, nous allons justement parler du changement climatique et de ses conséquences sur notre planète bleue. Regardez, c'est un document de la rédaction. Depuis 1950, suite aux activités humaines, les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère augmentent, ce qui a entraîné un renforcement de l'effet de serre naturel et une hausse de la température moyenne sur Terre de 0,7 degrés. Selon les estimations actuelles, ce phénomène va encore s'accentuer dans les décennies qui viennent. Les premiers effets de ces réchauffements se font déjà sentir.
Depuis 1980, les glaciers ont reculé de 20 à 30% en moyenne. On estime que d'ici 2050, 75% des glaciers auront disparu. Les glaciers stockent l'eau de précipitation pendant l'hiver et la restituent progressivement durant l'été. Pendant les périodes de précipitation, cela s'est traduit par davantage d'inondations et de glissements de terrain. Si la température de la Terre augmente, les océans se réchauffent aussi. L'eau en chauffant se dilate, ce qui signifie qu'elle a besoin de plus d'espace. Par conséquent, les océans débordent et inondent les zones côtières. Ce phénomène est encore aggravé par la fonte des glaciers et des pôles. Dans certaines régions, les précipitations diminuent et les espaces deviennent plus arides et parfois même sont menacés de désertification. D'autres régions, par contre, voient leurs précipitations augmenter, ce qui provoque des inondations. Sur un autre plan, on constate déjà actuellement une augmentation des phénomènes météorologiques inhabituels et même extrêmes, comme la sécheresse, les ouragans. On estime que le nombre des catastrophes naturelles liées au climat a quadruplé au cours des 20 dernières années. La migration des espèces, les menaces sur la biodiversité et la disparition d'écosystèmes font aussi partie des répercussions du réchauffement climatique sur l'environnement et la vie. Selon les experts, la période 2011-2020 a été la décennie la plus chaude jamais enregistrée. En 2019, la température moyenne de la planète s'est située à 1,1 degré au-dessus des niveaux de l'ère pré-industrielle. Ainsi, la communauté internationale a reconnu la nécessité de maintenir les réchauffements de la planète en dessous des 2 degrés et de poursuivre les efforts pour les limiter à 1,5 degré. Le secrétaire général de l'ONU dresse un bilan alarmant de la situation. With fact upon fact, this report reveals how people on the planet are getting clobbered by climate change. Nearly half of humanity is living in the danger zone now. Many ecosystems are at the point of no return now. Unchecked carbon pollution is forcing the world's most vulnerable on a frog march to destruction now. The facts are undeniable. This abdication of leadership is criminal. The world's biggest polluters are guilty of arson on our only home. It is essentially to meet the goal of limiting global temperature rise to 1.5 degrees. And science tells us that will require the world to cut emissions by 45% by 2030 and achieve net zero emissions of greenhouse gases by 2050. C'est pourquoi la Convention des Nations Unies sur le climat, connue sous l'appellation de COP, reste depuis 1992 la rencontre la plus importante de la communauté internationale pour relever les défis liés au changement climatique. Depuis la COP3 de 1997 et le protocole de Kyoto, les parties signataires de la conférence cadre de Rio se sont engagés à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre. Hélas, les résultats ne sont pas au rendez-vous. En décembre 2015, la COP21 de Paris a réussi à adopter un accord international sur le climat, juridiquement contraignant. 196 parties l'ont adopté. Il prévoit de maintenir les réchauffements climatiques en dessous de 1,5 degré, de limiter les rejets de gaz à effet de serre en vue de parvenir à la neutralité carbone et notamment d'accorder aussi une aide aux pays en voie de développement. Les termes de la COP21 ne sont malheureusement respectés que par quelques pays. Pour le président de la République, les efforts sur le plan mondial en vue de modérer les émissions de gaz à effet de serre doivent continuer pour réduire ses impacts sur les populations. Il est acquis que si rien n'est fait, dans moins d'un demi-siècle en Afrique de l'Est et au Moyen-Orient, il sera impossible pour l'être humain de survivre du fait des températures extrêmes causées par les gaz à effet de serre. Désertification, appauvrissement des sols, assèchement des puits, inondations et phénomènes climatiques sont d'ores et déjà des aléas récurrents contre lesquels nos populations se battent à la hauteur de leurs moyens, souvent dérisoires. Mesdames et Messieurs, nous savons que l'on ne pourra gagner la lutte contre le changement climatique que si nous prenons des mesures drastiques pour réduire l'émission de gaz à effet de serre. Conformément au principe de responsabilité commune, mais différenciée, les pays développés qui ont, faut-il le rappeler, une responsabilité historique dans le réchauffement climatique et qui ont les capacités technologiques et financières suffisantes, ces pays-là doivent montrer l'exemple en réduisant de façon substantielle leurs émissions de gaz à effet de serre. De même, les pays en développement doivent assumer leur part de responsabilité. Aucun argument économique ne peut justifier la mise en danger de la planète, car
la croissance et la richesse matérielle que nous amassons aujourd'hui seront dérisoires devant les coûts abyssaux engendrés par les catastrophes climatiques. Que dire des vies humaines qui seront perdues? La COP27, la conférence de Sharm el-Sheikh de novembre 2022 sur les changements climatiques, offrira aux pays signataires l'occasion de respecter leurs promesses et engagements afin de concrétiser davantage les accords de Paris et de pousser encore loin la stratégie mondiale de lutte contre le réchauffement climatique. Dans l'actualité également, le Palais du Peuple a servi aujourd'hui d'auditorium pour la Journée internationale de l'écrivain africain. Cette journée aux allures panafricaines a été placée sous l'égide du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, organisée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture en étroite collaboration avec l'Association des écrivains panafricains, a été rehaussée par la participation effective, outre des membres du gouvernement et des cadres de l'administration, d'un grand nombre d'écrivains africains venus du monde entier. Cette journée, sous le signe de la promotion de la culture, a été riche en chants et danse culturelle. Les artistes djiboutiens ont abordé donc un répertoire de chansons traditionnelles emblématiques de la culture djiboutienne. À son arrivée sur les lieux de la cérémonie, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamil et la ministre de la Culture et de la Jeunesse, Dr Ibo Moumine Assowe. Le chef de l'État a effectué une visite des stands et des libraires de la place, ont exposé les livres écrits, une véritable occasion pour séduire les acteurs présents pour ce 2 jours de conférence et présenter une manifestation aussi diverses que variées. Et après cette courte visite, le numéro 1 djiboutien a été reçu par une standing ovation accompagnée d'applaudissements continus par une foule qui est venue prendre part à cet événement. Et après donc l'entrée rythmée suivie de l'hymne national et place aux allocutions. Et pour cette édition, une thématique au cœur des discussions de ce 2 jours a été donc la place de la littérature dans l'âge digital, une littérature africaine pour un nouveau paradigme régi par la technologie et l'écriture créative. Masagiyo hadurtumaya marka ay marwadu doonto marti inay ku sooriyeyso iyo mudani reerka masagiyo hadurtumaya marka ay marwadu doonto marti inay ku sooriyeyso iyo mudani reerka بالمحبة والوئام أرض التمازج والأمان لتغري أفريقيا المساء أرض التمازج والأمان لتغري أفريقيا المساء ميناؤها متطور والسفن تجري بانتظام بنياتها خيراتها والاقتصاد إلى الأمام ميناؤها متطور Écoutons à présent l'allocution du président de la République faite lors de cette importante cérémonie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalam ala rasulihi al-amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord remercier les responsables de l'Association des écrivains africains, les remercier aussi pour l'honneur qu'ils ont fait à mon pays et à moi-même pour cette médaille. L'Afrique, mère de l'humanité, a été victime de l'esclavagisme, du colonialisme. Pour s'émanciper du joug colonial, l'Afrique a payé un lourd tribut. Les écrivains africains, à travers leurs plumes et leur engagement, ont contribué à l'éveil du nationalisme
qui a été indispensable pour la résistance à l'asservissement du peuple ou des peuples africains. Aujourd'hui, les Africains avant-gardistes, dans un monde en perpétuel changement, ont une responsabilité dans l'éveil de la conscience de la population. Par le biais de leur production littéraire, il est nécessaire de réveiller la confiance en soi et l'estime de soi chez le peuple africain et de participer à la construction d'une vision commune du développement du continent. Depuis la conférence de la littérature africaine en Ouganda en juin 1962 jusqu'à aujourd'hui à Djibouti, PAWA, c'est le sigle de l'association, s'inscrit dans cette dynamique. C'est pourquoi PAWA mérite l'encouragement et le soutien des décideurs politiques africains. Nous vous encourageons et vous soutenons dans votre engagement à l'éradication de l'analphabétisme, à la promotion des littératures en langue africaine et à la traduction des littératures africaines. Ces dernières années, la pandémie du Covid-19 a affecté les artistes et les Africains et les a mis dans des conditions de subsistance assez compliquées. Le Covid-19 a par ailleurs renforcé l'importance des nouvelles technologies pour la création littéraire et la diffusion des productions littéraires. Afin de perpétuer la création et la diffusion de la littérature africaine, les écrivains et les éditeurs ont adopté des nouvelles méthodes et ont pleinement profité des nouvelles technologies. Cela montre la pertinence du thème choisi pour célébrer la Journée internationale de l'écrivain africain. Ce thème reflète la réalité contemporaine du monde d'aujourd'hui. Nous sommes conscients de l'importance de cette conférence et attendons avec intérêt les résultats et les recommandations. Je vous remercie de votre aimable attention et je déclare ouverte la conférence des écrivains africains. Merci. Et durant cette journée, le président de la République s'est vu décerner la médaille du grand mécène de la littérature et l'art africain. Cette distinction remise au chef de l'État est un prix qui traduit la promotion de la culture, des arts, des lettres et des institutions investies pour le mieux-être des auteurs et des artistes djiboutiens, toujours sous l'impulsion du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et durant cette même journée, le président de la République avait reçu en audience le ministre du Commerce du Niger, Al-Kash Al-Hada, porteur d'un message du président de la République du Niger, Bazoum Mohamed. Ce message consiste en une invitation officielle du président nigérien à son homologue djiboutien à participer au sommet des chefs d'État sur l'industrialisation de l'Afrique, la diversification économique et la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf. Ce sommet mettra l'accent sur les leviers qui peuvent booster l'industrialisation en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a pris part à cette rencontre entre le président de la République et le ministre nigérien du Commerce. Et à l'issue de sa rencontre avec le président de la République, le ministre nigérien du Commerce nous a livré ses impressions. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Moi, je viens du Niger, étant un émissaire du président de la République du Niger, son Excellence Bazoum Mohamed, qui m'a chargé de venir transmettre
un message à son aîné, son Excellence le Président de la République, à qui j'ai transmis un message d'invitation pour participer le 25 novembre prochain à Niamey au sommet des chefs d'État sur l'industrialisation de l'Afrique et également sur la zone de libre-échange continentale. Vous savez que la zone de libre-échange continentale a été mise en œuvre et ici même on doit rendre un hommage au président de la République qui à son temps a bien voulu lever les réserves qu'il y avait à cette époque-là et ce qui a permis d'avoir le sommet de Niamey qui a pu se tenir dans de bonnes conditions et qui a pu relancer la zone de libre-échange continentale. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Le ministre du Commerce de la République du Niger était porteur de message du président Bassoum adressé au président Guelleh. Et je pense que le Niger est un pays précurseur, pionnier dans le développement et la mise en œuvre de ce traité de la ZLECAf. Le Niger a été très instrumental, très, je dirais, dynamique dans la mise en œuvre, d'abord la signature de ce traité et maintenant agit dans le sens de la mise en œuvre de ce traité. Je crois que l'Afrique a besoin aujourd'hui de développer son commerce interne. L'Afrique a besoin de développer des partenariats et je crois que c'est un marché, je dirais, colossal, qui n'est pas exploité par les Africains, par les promoteurs africains, par les investisseurs africains, par les États africains, comme il se doit. Donc des pays comme le Niger qui ont compris, je dirais, le bien fondé d'agir ensemble, de créer de la richesse ensemble, de créer de la dynamique commerciale ensemble, on ne peut que se féliciter de cet engagement du Niger. D'abord le continent qui est gagnant, notre continent qui gagne à ce que ces relations soient consolidées, renforcées, à ce que le commerce intra-africain vraiment puisse prendre son envol et son essor. Voilà un peu l'utilité de ce genre de rencontre qui s'inscrit toujours dans cet objectif panafricaniste de voir les Africains prendre à bras le corps leurs propres ambitions, leurs propres destins. Direction la Somalie à présent, où le Premier ministre de la République fédérale de la Somalie, Hamza Abdi Barre, a reçu aujourd'hui dans son cabinet la délégation de médecins djiboutiens dépêchés par la République de Djibouti suite à l'appel d'assistance humanitaire lancé par le président de la République fédérale de la Somalie suite aux récentes attaques perpétrées par le groupe Al-Shabaab. Au cours de cette rencontre, le Premier ministre de la République fédérale de la Somalie, Hamza Abdi, a remercié le gouvernement et le peuple de la République de Djibouti pour leur soutien continu à l'endroit de leurs frères somaliens. Les médecins et infirmiers dépêchés par la République de Djibouti sont au nombre de 20 et ont depuis leur arrivée participé aux côtés de leurs collègues somaliens à toutes les opérations de secours, de soins, de santé au profit des victimes du récent attentat terroriste qui est donc éparpillé dans tous les hôpitaux de la ville de Mogadiscio. L'ambassadeur de la République de Djibouti en Somalie, Mohamed Rachid Brahim Youssouf, qui suit de près le secours apporté par ces médecins djiboutiens aux patients somaliens, a assisté donc à la rencontre entre le Premier ministre et la délégation de médecins djiboutiens. Le Premier ministre somalien a remercié donc les médecins, le gouvernement et le peuple de la République de Djibouti pour leur soutien continu aux côtés du peuple somalien. Et dans une brève intervention au cours de cette rencontre, le Premier ministre somalien, Hamza Abdi Barre, a exprimé sa gratitude et ses remerciements aux dirigeants, au gouvernement et au peuple de la République de Djibouti pour leur soutien inlassable envers leurs frères somaliens, surtout durant cette période difficile. Nous avons reçu, a-t-il dit, par la République de Djibouti une importante cargaison de médicaments ainsi que des médecins et un soutien financier, a affirmé le Premier ministre somalien. Il a souligné que Djibouti n'avait ménagé aucun effort pour aider la Somalie. Nous ne pouvons oublier ce soutien fraternel, a-t-il indiqué. Au cours des 30 dernières années, nous avons reçu, a-t-il poursuivi, le soutien de Djibouti dans de nombreux domaines, liés donc notamment à la politique et à la réconciliation somalienne, ainsi que la participation aux efforts de paix et de stabilité où le soldat djiboutien en fait d'énormes sacrifices pour maintenir la sécurité et la stabilité de la République fédérale de la Somalie.
Et par la suite, les médecins de Djibouti ont sauvé des blessés du double attentat criminel et terroriste commis par le groupe terroriste Al-Shabaab à Mogadiscio du samedi 29 octobre dernier. L'équipe d'assistance médicale djiboutienne dépêchée vers la capitale somalienne est à pied d'œuvre depuis son arrivée pour secourir et soigner les blessés suite au terrible attentat terroriste qui a fait quelques 300 blessés dans la capitale somalienne. La brigade médicale et chirurgicale composée d'une trentaine de chirurgiens, médecins et paramédicaux arrive avec une quantité considérable de médicaments et consommables médicaux et apporter assistance aux nombreux blessés dans le grand hôpital de Mogadiscio appelé Medina, ainsi que dans les autres structures sanitaires de la capitale. La République de Djibouti, rappelons-le, est l'un des premiers pays à avoir répondu à l'appel de solidarité internationale lancé par le président somalien et les autorités fédérales pour l'assister donc dans la prise en charge et les soins au profit de nombreux blessés suite à l'attentat commis par le groupe terroriste Al-Shabaab qui a touché le département de l'éducation de la Somalie à Mogadiscio. Les plus hautes autorités somaliennes ainsi que les blessés secourus ont beaucoup apprécié donc et souligné l'importance des interventions des médecins djiboutiens pour soigner les blessés de l'attentat terroriste du samedi 29 octobre dernier. En nouvelle du pays, toujours dans la région d'Ali Sabié, à présent, le ministre des Affaires sociales et des Solidarités, accompagné du préfet de la région et du directeur général de l'ONARS, a profité de l'occasion pour visiter les opérations de vérification des réfugiés et des demandeurs d'asile initiées par le gouvernement de Djibouti et le HCR. Cet exercice de vérification mené en collaboration avec l'ONARS revêt une importance particulière car cet exercice permet de valider la présence physique des réfugiés et des demandeurs d'asile dans le pays et d'assurer la mise à jour des données enregistrées par les autorités compétentes. Rappelons que cette campagne de vérification physique et biométrique a dans un premier temps démarré à Djibouti-Ville avant d'être étendue vers les régions de l'intérieur. Et à l'issue de cette visite de terrain, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Ouloufa Ismail Abdo, ainsi que les hauts responsables du gouvernement qui l'accompagnaient ont pu observer le circuit administratif mis en œuvre pour faciliter les dispositifs de vérification. Cette campagne de vérification permet également d'apporter une assistance immédiate aux réfugiés et demandeurs d'asile vulnérables. C'est dans cette optique que le HCR et les institutions gouvernementales dont l'ONARS octroient au cours de cette campagne de distribution monétaire. Les familles composées d'une à 4 personnes reçoivent lors de cet exercice de vérification un montant de 11 500 francs Djibouti, tandis que les familles avec plus de 5 personnes bénéficient d'un montant de 26 000 francs. Les personnes âgées et les personnes vivant avec une maladie chronique reçoivent quant à elles 50 000 francs. À noter aussi que parmi ces bénéficiaires, 134 Djiboutiens reçoivent également une aide monétaire. Le lancement de l'exercice de vérification témoigne du fort engagement de la République de Djibouti quant à la protection et l'inclusion des réfugiés et de demandeurs d'asile. Sport, enfin, pour clore l'actualité nationale, le Stade Gouleda a abrité un tournoi Open de jeux d'échecs pour sa 3e édition. Et c'était donc hier que plusieurs jeunes issus des différents quartiers de la capitale ainsi que d'autres jeunes des associations opérant dans les communes de Djibouti-Ville ont participé à ce tournoi Open de ce jeu de redevance, d'esprit et de tactique hautement estimé partout dans le monde. Et ce tournoi va se dérouler durant 12 jours pour cette année. La nouveauté, c'est 8 tables connectées à Internet pour établir ce jeu ou cette compétition en ligne. Désormais, le public peut suivre le jeu d'échecs djiboutien en ligne en regardant tous les tournois en direct. Concernant donc l'un des plus grands avantages de l'ère Internet, il n'a pas été donc obligé d'attendre la publication des livres et des revues pour avoir les dernières parties des plus grands joueurs d'échecs de la planète. Je suis international. En plus, ces championnats comptent 20 échiquiers. Dans le 20 échiquiers, les 8 premiers échiquiers sont électroniques. Cela veut dire que dans chaque joueur qui joue les 2 joueurs qui jouent dans un échiquier électronique, ils peuvent regarder à la fin de match leur partie en direct. Ils peuvent se connecter directement à Internet, ils peuvent regarder. Donc tout ça, c'est dans les normes internationales. Donc on est en train de pouvoir d'organiser à chacune de nos compétitions dans les normes internationales et j'espère qu'il y aura beaucoup plus de vainqueurs. Il y aura des vainqueurs et j'espère que l'ambiance sera à la hauteur.
Actualité internationale à présent, à quelques jours des élections américaines de mi-mandat, démocrates et républicains mettent les bouchées doubles pour mobiliser les électeurs, allant jusqu'à convoquer samedi dans un même État que les deux anciens présidents en plus de Joe Biden. Ils espèrent faire pencher la balance dans une course de mi-parcours très disputée qui pourrait déterminer le contrôle du Sénat américain. Joe Biden et Barack Obama face à Donald Trump se sont affrontés par meeting interposé en Pennsylvanie hier, à quelques jours des élections américaine de mi-mandat et lors d'une journée marathon de meetings concurrents en Pennsylvanie, état crucial pour les législatives de mi-mandat du 8 novembre. Les 46e et 44e locataires de la Maison-Blanche se sont affrontés à distance avec le 45e avant un scrutin qui posera les fondations de la présidentielle en 2024. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.